Bonjour et bienvenue sur Résistance Historique. Comme nous avons pu le voir dans la première partie sur l'histoire de Hong Kong, un mélange d'influence et d'autonomie ont construit et façonné le territoire et les institutions hongkongaises d'aujourd'hui. Seulement, au vu de la nouvelle position chinoise dans le monde, le régime de Pékin ne peut se permettre de voir évoluer en son sein un régime aux antipodes de l'autoritarisme central. Voyons comment évolue la perle de l'Orient depuis la rétrocession du territoire par les Britanniques et la Chine en 1997. Hong Kong est un territoire semi-autonome situé au sud-est de la Chine, régi par le principe un pays deux systèmes. Administrativement, la mégalopole appartient à la Chine, mais elle dispose de ses propres organisations politiques, économiques et judiciaires, incomparablement plus libérales que celles de Pékin. Officiellement région administrative spéciale, Hong Kong dispose en outre de sa propre monnaie. Hong Kong doit une part de sa fortune à son rôle d'intermédiaire entre la Chine communiste et le monde industrialisé. À la Chine, dont elle a reçu des émigrés ou réfugiés et d'où elle importe des compléments alimentaires, elle sert de port de transit à la fois importateur et réexportateur. Ce rôle commercial est indissociable de l'essor d'une industrie de main-d'œuvre. De l'habillement et aux jouets se sont ajoutés l'horlogerie et l'électronique, stimulés par le poids accru de la place financière. 80% de la production est exportée, taux exceptionnel expliqué naturellement par le volume et la nature d'une production sans rapport avec le marché local, montrant aussi une sensibilité excessive à la conjoncture extérieure, tant économique que politique. Le paysage urbain, admirable, cache mal les problèmes aigus du territoire. Le manque d'eau, dont une partie vient par pipeline d'un réservoir créé sur Lantau, ainsi que le manque de terrain à bâtir. Un tunnel routier et un métro relient l'île au continent. Sur l'île de Lantau est bâti l'aéroport Chek Lap Kok. Revenons le 1er juillet 1997 à minuit, Hong Kong est rattaché à la République populaire de Chine en tant que région administrative spéciale. L'ancienne colonie britannique doit être régie pendant 50 ans par la Basic Law de 1990, texte qui tient lieu de mini-constitution et qui confirme les accords sino-britanniques signés à Pékin en 1984. Au nom du principe « un pays deux systèmes » formulé par Deng Xiaoping, il est convenu que le système économique et social libéral dont jouit Hong Kong soit maintenu durant le régime transitoire prévu jusqu'en 2047. Port franc, respect de la propriété privée, autonomie de la politique monétaire avec pour monnaie officielle le dollar de Hong Kong, liberté des transferts de capitaux. Riche et ouverte, Hong Kong conserve ce qui reste refusé à l'écrasante majorité des Chinois. Une presse libre, une justice indépendante et la promesse du suffrage universel. D'après la loi fondamentale, le chef de l'exécutif est élu pour un mandat de 5 ans par un collège de grands électeurs. Ce collège est composé de représentants des circonscriptions corporatistes, représentant chacune un groupe économique, social ou professionnel, et d'organisations religieuses, du conseil législatif, des conseils de district, les assemblées locales, mais aussi des représentants de Hong Kong aux deux assemblées chinoises, que sont l'Assemblée nationale populaire et la Conférence consultative politique du peuple chinois. Pour être candidat, il faut au préalable réunir le soutien de 150 membres du collège, soit environ 10%. Celui-ci est ensuite invité à choisir parmi la liste ainsi établie. Le conseil législatif, quant à lui, est composé depuis 2012 de 70 députés élus pour 4 ans selon 2 modes de scrutin. 35 sont élus directement par les résidents hongkongais via 5 circonscriptions géographiques, 35 députés sont élus dans les circonscriptions corporatistes. L'adoption d'une loi proposée par un membre du conseil doit obtenir la majorité simple dans chacun des deux groupes. Par ailleurs, tout amendement à la loi fondamentale nécessite, entre autres, une majorité des 2/3 des représentants. Depuis le début des années 2000, l'introduction du suffrage universel direct constitue une demande récurrente des milieux pro-démocratiques. À l'origine de nombreuses manifestations, elle se révèle le principal enjeu des débats politiques. Les 5 années qui suivent la rétrocession sont marquées par un contre-coup tant politique qu'économique. Le climat politique s'assombrit rapidement et les atteintes aux libertés se multiplient, à l'incitation du gouvernement central ou des autorités locales, dirigées par Teng Chee-hwa, le chef de l'exécutif de la région administrative spéciale. Celui-ci a fait notamment adopter un nouveau système de gouvernement renforçant indirectement l'emprise de la Chine sur Hong Kong en affaiblissant le pouvoir de l'administration locale. Au plan économique et social, le climat paraît également maussade, Hong Kong étant très affecté par la crise financière asiatique de 1997 qui provoque l'effondrement du marché boursier puis l'éclatement de la bulle immobilière sur laquelle est adossée la prospérité du territoire. Hong Kong subit en outre la concurrence du continent et singulièrement de Shanghai. Elle ne peut renforcer son rôle d'intermédiaire auprès des investisseurs étrangers du fait de la politique d'ouverture entreprise par Pékin,
favorisé par son entrée dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001. Cette année-là, tandis que le PIB chinois progressait de 7%, la croissance de Hong Kong n'est que de 0,1% et le chômage frappe 7,4% de sa population. Au printemps 2003, la région est en outre gravement atteinte par l'épidémie de SRAS. Toutefois, reposant sur un système économique solide, Hong Kong renoue dès mi-2003 avec une forte croissance qui bénéficie désormais du dynamisme de la Chine. Sur le plan politique, même si les partis favorables à la démocratie, notamment le parti démocrate de Martin Lee, remportent régulièrement autour de 60% des voix aux élections législatives de 98, 2000, 2004, 2008 et 2012, ce sont les partis pro-Pékin, comme l'Alliance démocratique pour l'amélioration de Hong Kong, qui dominent le parlement local, la moitié seulement de ses sièges, 40 sur 70 depuis 2012, étant pourvus au suffrage universel. Le projet de loi sur la subversion, la sécession et la trahison est retiré après avoir provoqué en juillet 2003 le plus large rassemblement d'opposition, environ 500 000 personnes, depuis les événements de Tiananmen en 1989. Tandis que le 10e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 2007 est une nouvelle occasion pour l'opposition de manifester en faveur de l'élection du chef de l'exécutif au suffrage universel direct, le comité permanent de l'Assemblée nationale populaire fixe les premières élections totalement démocratiques pour le chef de l'exécutif à 2017 et pour le conseil législatif à 2020. En 2010, ce dernier adopte un ensemble de réformes démocratiques. 10 nouveaux sièges sont ajoutés au conseil législatif, le nombre de grands électeurs est porté de 800 à 1200 pour les élections de 2012. À l'issue du scrutin du 25 mars 2012, la grande majorité de ces derniers, suivant les consignes de Pékin, sont contraints d'abandonner leur favori initial, Henry Tang, empêtré dans un scandale, et se reportent sur Leung Chun-ying, qui recueille plus de 50% des suffrages. Ce dernier est membre de la CCPPC. Le 9 septembre 2012, s'il conserve son droit de veto sur les réformes constitutionnelles et vient en tête en nombre de voix, le camp pro-démocrate, divisé, recule aux élections législatives provoquant la démission du président du parti. À partir de la fin septembre 2014, le territoire est le théâtre d'un mouvement en faveur de la démocratie sans précédent depuis 1997. Les opposants exigent la levée de l'accréditation préalable par Pékin et des grands électeurs des candidats au poste de chef de l'exécutif, dans la perspective du scrutin au suffrage universel prévu en 2017. Après plus de 3 semaines de manifestations, des discussions s'engagent, mais le pouvoir reste sourd aux revendications, parmi lesquelles la démission de Leung Chun-ying. Ayant perdu une part de la sympathie de la population, ce mouvement des parapluies, déployé pour se protéger des gaz lacrymogènes, finit par s'éteindre faute d'unité et de direction politique, et les dernières tentes dressées par les manifestants sont démontées au milieu du mois de décembre. Si ce mouvement, censuré en Chine continentale et que Pékin parvient à contrer par l'intermédiaire de ses relais dans l'île, est ainsi défait, il révèle l'existence d'une nouvelle opposition et d'importantes fractures au sein des élites locales. Le 18 juin 2015, le projet d'élection au suffrage universel du chef de l'exécutif est rejeté par le Conseil législatif. Il rencontre tout d'abord le veto du camp pro-démocratie qui détient une minorité de blocage pour une réforme institutionnelle dont l'adoption requiert une majorité des 2/3. L'opposition aux conditions restrictives imposées par Pékin finit ainsi par l'emporter sur l'élargissement du corps électoral. Mais le projet suscite également l'affront d'une trentaine de députés de la majorité pro-Pékin qui décident de ne pas prendre part au vote. Désaveu pour Leung Chun-ying et pour Pékin, ce résultat est accueilli comme une victoire par les opposants malgré le retour au statu quo qui en résulte. Les élections législatives de septembre 2016 sont marquées par une hausse de la participation et par la percée de nouveaux partis issus du mouvement des parapluies, dont plusieurs jeunes leaders font ainsi leur rentrée au Conseil législatif en obtenant 19% des voix contre 36% au parti pro-démocratie traditionnel. Un succès obtenu malgré les pressions et la disqualification de certains candidats pour leur position indépendantiste. Si la majorité des représentants reste acquise à Pékin en raison du système électoral, l'opposition pro-démocratie, y compris les représentants localistes, conserve son pouvoir de veto sur les questions institutionnelles avec 30 sièges. En juillet 2017, candidate soutenue par Pékin, Carrie Lam, première femme à accéder à ce poste, succède à Leung Chun-ying à la tête de l'exécutif hongkongais. Déjà tendu depuis les élections de 2016, les relations avec l'opposition ne vont cesser de se détériorer. Après la disqualification de 6 députés démocrates et localistes en 2016, l'opposition sort affaiblie des élections partielles pour 5 des 6 sièges vacants en mars et novembre 2018. Les atteintes larvées à la liberté de la presse, l'interdiction pour l'indépendantisme du Hong Kong National Party ou la condamnation de militants du mouvement contribuent à alourdir le climat politique. Un projet de loi qui faciliterait l'extradition de suspects vers la Chine continentale met le feu aux poudres à la fin du mois de mars 2019. Après les premières manifestations pour réclamer le retrait de ce texte, mais aussi la démission de Lam,
Le mouvement prend une ampleur inédite en juin, s'accompagnant notamment d'une grève générale en août, et, au fil des semaines, puis des mois, des affrontements de plus en plus violents avec les forces de l'ordre ainsi que des contre-manifestants. La mesure incriminée finit par être retirée en octobre, mais les opposants les plus résolus continuent de se mobiliser. Ils exigent notamment la libération des manifestants emprisonnés, une commission d'enquête indépendante sur le comportement de la police, la démission de l'âme, ainsi que le suffrage universel pour les élections des députés et du chef de l'exécutif. Tandis qu'une frange de militants se radicalise, le gouvernement, sous la pression de plus en plus insistante et explicite de Pékin, décrète l'interdiction pour les manifestants de porter des masques, une mesure déclarée inconstitutionnelle par la Haute Cour de Hong Kong, qui est cependant rappelée à l'ordre par les autorités chinoises et renforce ses moyens répressifs. Bien qu'ayant une incidence limitée sur la structure du pouvoir, la triomphe du camp pro-démocratie aux élections locales de novembre 2019, avec une participation massive de plus de 70%, est un cinglant désaveu pour l'âme, de même que la loi sur les droits humains et la démocratie de Hong Kong, votée par le Congrès américain et signée par le président des États-Unis, Donald Trump. Le mouvement se poursuit et semble s'installer dans la durée, comme l'illustre l'imposante manifestation du 1er janvier 2020. Pékin impose une loi à Hong Kong pour se protéger des séparatistes, des terroristes, de la sape de l'État et des complots des organisations étrangères. Ce dernier point comprend l'acceptation d'une aide financière de l'étranger dans le but de s'opposer à la République populaire de Chine. La loi a été rédigée de manière à laisser place à l'interprétation. Par exemple, un chauffeur de taxi qui garde un manifestant hors de portée de la police peut également être arrêté. La norme pour les infractions à la nouvelle loi sur la sécurité varie de 3 à 10 ans d'emprisonnement. Pendant ce temps, les activités de la police secrète chinoise dans la cité-État ont été placées dans un cadre juridique et le gouvernement chinois a le dernier mot sur toute affaire pénale. Ce qui met fin de facto à une ville de Hong Kong démocratique et ouverte en tant qu'État constitutionnel. Cela s'est produit 23 ans jour pour jour depuis la rétrocession britannique. De ce fait, le Premier ministre britannique Boris Johnson a promis des visas de 5 ans aux 2,9 millions d'habitants de Hong Kong qui jouissent du statut de Britannique d'outre-mer. Les membres de leur famille sont également les bienvenus. Selon Johnson, l'attitude chinoise est une violation claire et grave de la déclaration commune sino-britannique de 1984. Avec Hong Kong, l'Occident tire une nouvelle leçon du danger d'une dépendance excessive à l'égard de la Chine. Les combats de rue devraient rappeler à l'Occident qu'une Chine de plus en plus puissante respecte de moins en moins les accords qu'elle signe. Une fois les capacités matérielles regroupées, destinées aux travaux de One Belt, One Road, qui est le projet de route de la soie chinoise du XXIe siècle, il reste encore à la Chine de rassembler les financements. Si la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, qui est opérationnelle dès janvier 2016, a été créée dans cette optique, ces moyens ne suffisent pas à couvrir tous les besoins estimés, même en ajoutant le Silk Road Fund de 40 milliards de dollars US fondé par la Chine en décembre 2014. Divers projets d'infrastructures devront être financés via des partenariats publics et privés. Et c'est dans ce domaine que Hong Kong est appelé à se mobiliser fortement, du moins au départ. Ayant contribué lors de la première phase de croissance de la Chine continentale à l'élaboration de ces partenariats destinés à la construction des autoroutes chinoises ou des centrales électriques, le port au parfum sait maintenant gérer toutes les étapes de cet outil de financement. Premier centre mondial de monnaie chinoise offshore, la région administrative spéciale de Chine dispose en outre des compétences requises pour lever des capitaux en dollars. Entre autres expertises, Hong Kong sait également coordonner, syndiquer, valoriser les projets, couvrir les montants de dette émise, apporter des services de conseil, de comptabilité et de droit des affaires. La deuxième chance à saisir pour Hong Kong dans le cadre de la route de la soie est de promouvoir la présence croissante des acteurs internationaux sur son territoire. Le but est de faciliter les discussions entre les divers contacts concernant d'éventuelles coopérations économiques, de futures connexions de places de marché. Une autre contribution envisagée est de participer à la construction de la plateforme technologique électronique et d'échange d'informations, de documents et de paiements sécurisés, nécessaires pour répondre aux besoins futurs du commerce électronique de la route de la soie du XXIe siècle. Après plus de 6 ans de soulèvement, Hong Kong est rentré dans le rang sans faire de bruit, pendant que le monde entier regardait ailleurs, les yeux rivés sur un virus. Affichant son exploit en lettres géantes dans le port de la ville, Pékin impose depuis le 30 juin 2020 une loi martiale à ses compatriotes occidentalisés, en prohibant désormais tout acte de subversion, de sédition, de terrorisme ou de collusion. Aussi bien dire toute manifestation, publication, déclaration ou représentation auprès des gouvernements étrangers jugés anti-Pékin. Les cas les plus graves seront passibles d'emprisonnement à vie. Signe que le message a bien été reçu, la figure emblématique du mouvement indépendantiste pro-démocratie, Joshua Wong, craignant pour sa sécurité, a annoncé qu'il se retirait de Demo Sisto, le mouvement de jeunes qu'il a fondé en 2016 et qui symbolisait l'avenir.
le parti a ensuite été dissous. Une autre tête d'affiche du même mouvement, Nathan Law, a déjà fui le pays. À Hong Kong, la démocratie plie bagage. Depuis plus de 100 ans, Hong Kong agit comme un pont entre l'Asie et l'Occident, en plus de s'être développé comme un des grands centres financiers du monde, et plus récemment, un refuge pour dissidents chinois et une base pour intellectuels, chercheurs et journalistes. C'est un endroit culturel unique au monde, un territoire semi-autonome qui bénéficie de libertés individuelles et d'un système judiciaire indépendant qui vient d'être soudainement avalé. Avec ce dernier coup de pied, Pékin envoie un message non seulement aux Hongkongais, mais également au reste du monde. Et ce message est le suivant. L'expansion chinoise se poursuit, et elle n'est plus uniquement technologique ou commerciale. Désormais, elle est aussi politique. En choisissant ce moment précis pour imposer sa nouvelle loi sur la sécurité nationale, la Chine de Xi Jinping parie, avec raison, que l'Occident sera trop occupé à soigner ses malades et à relancer son économie pour s'offusquer de ce coup de canon donné par la nouvelle puissance. À travers le monde, la réaction à ce coup de théâtre a d'ailleurs été lourde de silence. Pendant que nous nous contentions d'entretenir de bonnes relations commerciales avec la Chine, cherchant à ne pas trop les brusquer, le pays s'est mis non pas à mimer nos comportements, comme le souhaitaient certains, mais à fomenter de vieux rêves, la conquête du monde. Depuis 2013, le pays du grand timonier et de la révolution culturelle a mis en branle pas loin de 3000 projets, des voies ferrées, des oléoducs, des aéroports, des centrales hydroélectriques et j'en passe. Une nouvelle et gigantesque route de la soie allant de Pékin à Londres, en passant par le Moyen-Orient et l'Afrique. La domination mondiale est quasi assurée d'ici le centenaire de la révolution maoïste en 2049. J'espère que cet épisode et cette série sur Hong Kong vous ont plu. Plusieurs épisodes de France Glorieuse sont en préparation, ainsi qu'un dossier sur les relations franco-indiennes. A bientôt sur Résistance Historique.